Oui, François, bonjour. Oui, ça va, je te remercie. Mai 2012, au bout du fil, François Hollande, le tout nouveau président de la République française. Écoute, c'est un honneur. Merci. Merci de ta confiance. Vous voilà donc ministre à 34 ans seulement. Et là, on pense à une phrase qui vous est chère, celle que vous affichez sur ce réseau social, celle qui a donné son titre à votre livre. La vie a plus d'imagination que toi. Ce sont les mots de votre mère. Elle non plus n'imaginait sans doute pas, lorsque vous êtes né au Maroc, dans un village berbère sans eau ni électricité, que 34 ans plus tard, vous graviriez les marches de l'Élysée. Votre carrière politique, vous l'avez entamée dans le sillage de l'ex-maire de Lyon, Gérard Collomb, avant de devenir en 2007 porte-parole de la candidate Ségolène Royal, puis 5 ans plus tard du candidat François Hollande, qui deviendra président. 2012, vous êtes porte-parole du gouvernement et ministre des Droits des Femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'est pas la seule affaire du ministère des Droits des Femmes, c'est l'affaire de tous les ministères, de toutes les administrations. Un jeu de chaises musicales plus tard, vous devenez ministre de l'Éducation. Tout va très vite et tout s'arrête très vite. 2017, le Parti socialiste implose et vous êtes battu aux élections législatives. Allez, à voter. À 39 ans, vous vous retirez de la vie politique. Vous rejoignez un institut de sondage, vous enseignez au Maroc et vous devenez directrice France de l'ONG One qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde, un thème actuel en ces temps de pandémie. Le vaccin contre le Covid-19, il faut le penser dès aujourd'hui comme quelque chose d'accessible à tous, sans barrière de prix à l'entrée. Le Covid-19, justement, vous en avez été malade il y a quelques semaines. Mais juste avant cela, il y a un autre virus qui vous a rattrapé, celui de la politique. Vous êtes désormais candidate à la présidence de la région Rhône-Alpes. Certaines mauvaises langues disent que ce n'est qu'un tremplin, que votre destin est national, comme pour celui qui était votre collègue au gouvernement, qui a grandi tout près de vous, à Amiens, un certain Emmanuel Macron. Il était dans un quartier bourgeois, vous dans un quartier populaire. Mais il paraît que la vie, parfois, a un peu d'imagination. Et nous a également rejoint sur le plateau de TV50 Linda Giguère. Linda, vous dresserez également le portrait de Najat Vallaud-Belkacem, mais à votre manière dans quelques instants. Najat Vallaud-Belkacem, on a l'impression que vous avez eu 1000 vies. Vous avez d'ailleurs arrêté la politique après les législatives de 2017. Vous êtes retourné dans la vie civile. Pourquoi vous aviez besoin de respirer ? Oui, de me ressourcer intellectuellement parlant, de me reposer aussi, parce que en fait, la vie politique et l'engagement tel que je le vivais était quand même assez intense, oui, et dur. Puis aussi de voir, j'allais dire, plus de choses que ce que j'avais vu jusqu'alors. Je ne voulais pas continuer un peu comme un hamster dans sa roue à faire toujours la même chose. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille travailler dans le secteur privé, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Puis ensuite, l'engagement pour des causes m'a repris au cœur et donc j'ai pris la direction d'une ONG de solidarité internationale. Je crois que c'est des expériences très utiles. Je pense que les hommes et les femmes politiques devraient faire ça plus régulièrement parce que ça ressource et puis aussi parce que ça permet, je crois vraiment, de rafraîchir en fait. Parce que c'est stérile à un moment donné la politique ? Oui, la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parce que vous savez que la politique d'aujourd'hui, c'est pas simplement faire des campagnes, gagner des élections, exercer des responsabilités ou d'ailleurs en perdre. C'est aussi le commentaire permanent, quotidien, la multiplication des chaînes d'information veut ça aussi. C'est donc la création de toutes pièces de débats à l'emporte-pièce, très clivants, très buzzants, etc. De temps en temps, ça n'a pas grand intérêt, honnêtement. Donc, oui, je pense qu'il faut savoir sortir le nez et la tête et son cerveau de tout cela. Et puis, par ailleurs, comme en politique, on est amené à parler de tout, à porter un regard, un jugement sur tout, autant aller voir, quand c'est possible, ce tout. Le secteur privé, par exemple, le monde, l'étranger aussi, c'est quelque chose de très important à appréhender pour savoir comment on se positionne en France. Et pourquoi vous y retournez alors, à ces élections régionales ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'engagement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout de ces 4 années, j'ai regardé à quoi ressemblait le paysage politique en France. Et honnêtement, il m'inquiète. Il m'inquiète énormément. Je trouve que... Qu'est-ce qui vous inquiète ? Eh bien, à bien des égards, je trouve que la poursuite du bien commun n'est plus évidente pour bien des forces politiques, pour bien des personnes qui font quand même la conversation publique politique à longueur de journée. Les clivages sont montés en épingle en permanence. J'ai le sentiment que
Très rares sont aujourd'hui les personnalités politiques qui sont en recherche de concorde et qui surtout construisent la concorde, la paix civile. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, on ne peut pas laisser d'une certaine façon ce pays se défaire. Et si on ne veut pas simplement avoir ses yeux pour pleurer, il faut revenir soi-même y travailler. C'est notamment ce qui nourrit le populisme, l'éventuelle victoire de Marine Le Pen, c'est aussi ça? Bien sûr, et plus généralement, vous voyez la crise des gilets jaunes, la défiance de plus en plus importante à l'égard du politique comme des médias, le monde des fake news, de la désinformation permanente, de la recherche d'un ennemi en permanence, qu'on qualifie, comme on veut, mais c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on finit par perdre de vue qu'on est censé vivre ensemble, en fait. Et on doit trouver des solutions. On n'est pas obligé d'être montés les uns contre les autres en permanence. Donc Laurent Wauquiez, ça ne sera pas votre ennemi? Mais c'est pas mon ennemi, c'est une très bonne question. Ça n'est pas mon ennemi, je n'ai pas d'ennemi. J'ai des adversaires en revanche, mais parce que je combats ces politiques. Mais regardez par exemple, lui, Laurent Wauquiez, est absolument typique de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que il aura passé 6 ans à monter, par exemple, les chasseurs contre les associations environnementalistes en leur expliquant que c'était absolument impossible de s'entendre. Mais si on veut faire la transition écologique, il faut bien faire travailler ensemble tous les gens. Il ne faut pas caricaturer les oppositions, il ne faut pas en rajouter dans le clivage. Justement, vous prenez l'union de la gauche des gauches. Des gauches, absolument. Donc, à la tête d'une liste qui s'appelle l'Alternative et qui est une liste de rassemblement des socialistes, des radicaux de gauche, des écologistes de Cap écologiste et de Liberté, Écologie, Fraternité, de la gauche socialiste et républicaine, d'un certain nombre de communistes. Bref, c'est une liste de rassemblement qui a vocation à proposer un autre projet, donc l'Alternative pour les habitants de cette région. Est-ce que les gauches sont irréconciliables actuellement, à votre avis ? Eh bien, non, je n'ai jamais adhéré à cette position et je le pense encore moins aujourd'hui parce que je pense que d'une certaine façon, l'affaiblissement de la gauche de ces dernières années, le fait qu'elle ne soit plus aux responsabilités, a conduit les différentes colorations de la gauche au contraire à se rapprocher les unes des autres. Ça peut paraître surprenant comme propos quand on voit la fragmentation et l'incapacité à se trouver un candidat commun pour la présidentielle, mais moi je pense qu'on est en capacité d'y arriver. Parce que sur le fond, on s'est plutôt rapprochés les uns des autres. Il y a un accord, par exemple, sur la nécessité aujourd'hui d'être beaucoup plus radical sur la question sociale, d'être beaucoup plus radical sur la question écologique. Et cet accord, ce consensus, vous le trouvez aussi bien chez les socialistes que chez les écologistes, que chez les sympathisants de la France insoumise. Vous allez convaincre Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il ne vous suit pas sur la question du rapprochement avec la France insoumise. Moi, je n'ai pas d'adversaire à gauche. Donc vous pouvez aller vers le parti de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que je pense qu'il y a évidemment des valeurs que nous partageons. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tous les pans du projet, et notamment la dimension européenne. Mais il y a des valeurs, il y a des projets que nous partageons et je n'ai pas d'adversaire à gauche. Allez, Linda Giguère, à votre tour maintenant donc de revenir sur la carrière de Najat Vallaud-Belkacem, mais à votre manière. Voilà, d'abord Najat Vallaud-Belkacem, je suis très heureuse de vous rencontrer.